Vous avez dégusté tout à l'heure une galette. Je vous propose un tas de résistance. Oui, parce qu'avec Valérie, on est bien placé. Je sais que vous avez déjà dit, l'appétit se fait sentir, mais un avocat, quand il n'intervient, fait comme un prêtre dans son ami. Il n'est crédible que s'il est prêtre. Excellent. L'humanité doit à l'enfant le meilleur de ce qu'elle peut donner. L'humanité doit à l'enfant le meilleur de ce qu'elle peut donner. Cette devise est inscrite sur le patio de l'université de Salamanque en Espagne. Je n'y ai jamais été, mais une grand-mère m'a offert la photographie de cette devise après que j'ai défendu sa petite fille qui était victime, partie civile dans une procédure d'assises car elle avait été violée par un proche. Je vous dis ça parce que ce mot m'a beaucoup conduit dans ma vie professionnelle. Le hasard, la providence a voulu que je défende en 30 ans 300 ou 400 enfants violés, abusés, l'essentiel en milieu intrafamilial. Et je dois dire que cet aspect des choses m'a ouvert sur la vie, m'a ouvert sur mon métier. Ces enfants que j'ai défendus, qui sont l'honneur de mon métier. Et ces enfants m'ont donné souvent des leçons de vie. Je suis d'une génération où je n'ai pas bénéficié d'une formation psychologique talentueuse pour pouvoir aborder la vie des enfants et les défendre. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des enfants que j'ai eus dans mon cabinet étaient sur la défensive, habités d'un sentiment de culpabilité et qu'ils n'avaient sans doute pas envie de parler. Et que peut-être le meilleur moyen d'entrer en contact avec eux, c'était de leur dire, moi non plus, je n'ai pas trop envie qu'on parle de ça, si on parlait d'autre chose. Finalement, je vais être obligé d'apprendre à me faire apprivoiser par l'enfant. Cet enfant qui est au cœur de nos préoccupations. Et l'Église aujourd'hui vit cette crise, en fait, c'est la révélation d'une situation et l'institution familiale n'y échappe pas, l'éducation nationale non plus. Le problème, il est posé par un intervenant tout à l'heure, c'est effectivement, est-ce que on peut arriver à définir un principe de précaution? Est-ce qu'on peut se prémunir des comportements déviants, violents, agressifs? Et tout à l'heure, ça a été évoqué, moi, je l'ai constaté dans ma vie professionnelle. Sans qu'il y ait une fatalité, on voit malheureusement l'enfant abusé, s'il n'est pas pris en charge, s'il n'est pas accompagné, risque de devenir un parent abusé. L'important, c'est que quand ces faits arrivent, qu'ils puissent être révélés, que l'on puisse instaurer l'enfant dans son statut de victime et qu'on puisse l'accompagner. Et croyez-moi, c'est pas simple. C'est pas simple surtout avec nos visées d'adultes. Tout à l'heure, on a parlé là, de pouvoir. Quand je vais parler de mon métier à des jeunes, comme je l'ai fait assez souvent, je leur dis que l'autorité exercée par leurs parents ou leurs éducateurs, autorité qui ne se confond pas avec le pouvoir, a pour but de leur permettre de se construire. Étymologiquement, autoritas, c'est conduire à l'autonomie. D'ailleurs, quand vous dites ça à un ado, il est tout de suite plus ouvert que si vous lui parlez de pouvoir et que vous lui donnez des ordres. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une attitude qui reste celle d'un adulte, mais qui essaye, non pas de se mettre dans la peau, de rejoindre celle du mineur. On a tous cette fâcheuse habitude dans la vie familiale, d'ailleurs, dans l'entreprise.
à l'école, partout, on a nos définitions, nos certitudes, nos sécurités. Et on croit que si on les transmet, ça va bien se passer. En fait, c'est une remise en cause de tous les jours. Tous ceux qui travaillent avec des enfants le savent. J'avais l'habitude, quand on me posait la question « Comment vous définissez votre métier ?», je disais 3 verbes. Écouter, comprendre, défendre. Et si j'interrogeais des enfants en leur disant « À votre avis, quel est le plus difficile ?» Ils me disaient tous « Défendre ». Et je leur répondais « Non, c'est écouter ». C'est la problématique du vivre ensemble. Est-ce que nous savons nous écouter ? Quand est-ce que nous écoutons nos enfants ? J'aimerais bien pouvoir avoir une solution pour traduire dans le domaine juridique un système, une réglementation qui nous permette d'éviter tous ces travers et ces drames que l'on connaît. Alors il est vrai que sur le papier, on a dit que mon exposé concernait le droit civil et le droit pénal. Je vais faire une petite allusion. Je n'exerce plus depuis 7 ans. Je ne suis peut-être pas forcément un bon expert, mais quand même. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous interpelle dans le droit? Alors, première observation, je pense que notre droit, il ne va pas bien du tout. Parce qu'il prolifère. Trop de lois tue la loi. Moi, je suis d'une école où on m'a appris sur les bancs de la faculté que la loi, elle définit un principe d'intérêt général en vue du bien commun. C'est d'ailleurs très chrétien comme définition. L'intérêt général ne se confond pas avec le bien commun et vice-versa. Or, quand vous regardez autour de nous, ces dernières années, ces 20 dernières années, l'ensemble législatif, il n'y a pas beaucoup de lois qui correspondent à cette définition. Cela dit, ce qu'il est important de savoir, dans les postes qui sont les vôtres, dans vos responsabilités, en tant qu'adulte ou en tant que parent, les parents, vous êtes administrateurs des goûts de vos enfants, tant qu'ils sont mineurs, et s'ils font des bêtises, vous en êtes civilement responsable. Cette responsabilité peut être transmise aux éducateurs, aux animateurs, sous certaines conditions. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de réglementation intérieure. Mais vis-à-vis de l'autorité publique, il faut être vigilant. Être vigilant, et tout à l'heure on l'a indiqué, c'est important. Dans tous les groupes que vous allez animer, oui, évitez d'être seul. Soyez en binôme, partagez, faites du turnover. Parce que l'expérience démontre que cette responsabilité peut être très lourde. Sur le plan pénal, à partir du moment où vous êtes occupé d'enfants qui sont victimes d'abus, la première chose dont il faut se défier, là aussi, et il faut le regarder de près, c'est le problème de ce qu'on appelle la dénonciation, qui devient d'ailleurs obligatoire. Notre loi a évolué ces derniers temps, puisque même les médecins qui ont connaissance dans leurs exercices professionnels de violences faites à des enfants doivent les dénoncer. Ils ne peuvent plus invoquer cette médecine. Les seuls qui peuvent le faire sont les avocats. Et encore, c'est contesté. Moi, je suis d'une école où on m'a appris que le secret professionnel n'est pas pour moi, il est pour mon client. Une révélation est faite dans mon cabinet, je l'emporte dans la tombe si mon client le révèle en moi. Alors, ce qui est important, c'est qu'il peut y avoir une circonstance aggravante dans la mesure où l'éducateur, le parent, l'animateur, est ce qu'on appelle un adulte qui a autorité sur l'enfant. Et là, ces derniers temps, le droit pénal, notamment vis-à-vis des abus, première modification, on a modifié les délais de prescription, d'abord en le faisant courir de la majorité de l'enfant, donc 18 ans déjà validé, ce qui était à 10 ans va passer à 28, ce qui était à 20 ans passe à 38. Et puis, on a également voulu accroître les cibles possibles et potentielles de ceux qui commettent des abus et de ceux qui ne le dénoncent pas. Alors je me permets de faire une observation parce qu'on vit un temps
un petit peu fou. Le développement des réseaux sociaux, de l'informatique, du numérique, transforme notre société. Et personnellement, je suis un farouche défenseur du secret d'instruction, qui protège aussi bien la victime que le mis en examen. Quand on dévoile tout sur la place publique, dans les médias, dans les réseaux sociaux, un procureur prend la parole, un avocat en prend, les gens ne sont pas jugés, c'est l'opinion publique qui les juge. Ça, c'est monstrueux. Et on ne va pas construire la personnalité d'un enfant, pas plus que celle d'un adulte, en rentrant dans ce système. Je crois qu'il nous appartient, dans tous les groupes où nous sommes, nous les adultes, de veiller et d'être extrêmement vigilants sur la non-divulgation d'informations qui sont des hypothèses. Tout à l'heure, d'ailleurs, le père Béchera disait, on signale. J'ai l'obligation de signaler, je me contente de signaler. Si possible, je le fais d'ailleurs directement à l'autorité dépositaire, sans passer par les médias, en évitant les médias. Alors, on se trouve confronté aujourd'hui à une situation, c'est un véritable déferlement. J'ai prêté serment en 1970, je suis venu m'installer en Ardèche en 1973. C'est à partir des années 85-90 que tout à coup, on va avoir à faire face à des révélations d'abus, notamment dans les milieux familiaux. La cour d'assises de l'Ardèche, qui se réunit, comme je vous l'ai dit, elle tient des sessions d'assises, à peu près 4 fois par an, avait essentiellement des affaires de violence, d'agression, de meurtre. Et à partir de ces années-là, il va y avoir une majorité d'affaires de meurtre, de viol. J'ai même participé, je me souviens, une année à une session, il y avait 4 affaires, j'étais dans les 4 parties civiles. C'était 4 viols. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant mieux, on dénonce. Mais c'est très inquiétant. Et je pense que ce phénomène est à mettre en parallèle avec celui de la violence faite aux femmes. Je vois que là aussi, on en parle. Dans les confidences du cabinet d'avocats, on savait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas révéler. Des violences, ça existe. Est-ce que on doit rester face à une fatalité et ne rien faire? Je ne le pense pas. Est-ce que pour autant, il faut légiférer comme on a tendance à le faire? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Bien sûr qu'il faut un cadre légal. Mais parce qu'il y a tel événement, on va faire une espèce de loi d'opportunité, une loi démagogique. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui véritablement va permettre de changer les comportements? Tout est lié. L'éducation, l'information, dans la famille, à l'école, plus tard, même dans l'entreprise, ça devrait peut-être faire l'objet d'une formation permanente. Moi, j'ai eu la chance, je travaillais donc avec une personne qui était déléguée du Conseil général, de la direction de la solidarité départementale, et c'est elle qui accompagnait le plus souvent les mineurs à mon cabinet. J'ai visionné une cassette vidéo qui s'appelle « Touche pas à mon corps ». Je l'ai visionnée il y a une vingtaine d'années. Elle vient du Canada. Et je pense qu'elle remonte à au moins 40 ans. Vidéo très intéressante, qu'on peut montrer même en maternelle. Dedans, c'est présenté sous forme un peu ludique, et ça présente des situations où l'enfant voit qu'il va être en contact d'adultes, y compris ses proches, y compris ses éducateurs, qui ont des gestes inappropriés, complètement interdits. C'est tellement bien fait qu'il y a une pédagogie qui fait que, même si l'enfant, naturellement, le comprend, là, on lui tend une perche. Alors, on peut se poser la question du point de savoir. Est-ce qu'il est possible, dans nos équipes, dans nos communautés, d'élaborer quelque chose qui pourrait servir à tout le monde? Je crois qu'il faut ça vaut le coup d'y réfléchir. Ça vaut le coup d'y réfléchir parce que, je le répète encore une fois, les enfants ont des tas de choses à nous dire. Il y a deux attitudes, quelquefois, qui sont un petit peu antinomiques. Hein. C'est celle de l'enfant roi, on laisse tout faire, et l'autre, au contraire, il est sous le coup d'un pouvoir d'ordre incessant, et il n'arrive pas à se construire. Je
pense qu'on peut trouver un juste milieu. Ce qui est un trait dominant de notre société actuellement, c'est la morosité. J'ai eu la chance d'être président de l'Union départementale des associations familiales, donc j'ai fréquenté d'autres associations. Et chaque fois que je parlais avec des administrateurs ou des animateurs, je sentais une espèce de malaise, une morosité. Alors que je crois que nous devons transmettre la joie de vivre, la force de vie que nous avons, la joie que nous avons d'avoir des enfants, et de leur faire sentir que cette force qui nous fait vivre. Nous, les croyants, nous pensons qu'elle nous vient de Dieu. Mais peu importe d'où qu'elle vienne, elle existe. Il nous appartient de la faire vivre. Et parler à des enfants dans quelques groupes, ce que ce soit, c'est bien sûr se mettre à leur niveau et les rejoindre. Les respecter. J'aime beaucoup la parole du pape François. Ôter ses sandales devant le territoire sacré de l'autre. Pour moi, l'enfant est un territoire sacré. Et il faut ôter 10 fois ses sandales. Et je crois qu'effectivement, si on donne un tout petit peu de main, pas grand-chose, dans nos familles, dans nos groupes, dans nos équipes pastorales, dans les associations que nous fréquentons, dans le milieu sportif, on doit arriver à transmettre quelque chose. Transmettre quelque chose qui va à la fois être une arme éducative et un moyen de protection. Je crois qu'on a très souvent l'habitude, quand on s'adresse à des jeunes, de leur proposer un cadre, des structures, de développer quelque chose, alors qu'on doit pouvoir essayer de les rejoindre sans créer de modèle nous-mêmes, là où ils en sont, et essayer de les amener à construire. Moi, je crois qu'on peut toujours, et c'est notre devoir, c'est notre rôle, faire découvrir à un jeune qu'il est acteur de créativité et d'innovation dans la banalité de son quotidien. C'est valable d'ailleurs pour les adultes. La banalité de notre quotidien relève de la création. C'est quelque chose de beau. Le bonheur est dans les choses simples. J'ai commencé par une citation, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous la rappelle parce que c'est important. L'humanité doit à l'enfant le meilleur de ce qu'elle peut donner. Tenez-vous le pour lui. Et puis je vais vous en donner une deuxième, qui est de Georges Bernanos. Béni soit celui qui a préservé le désespoir au cœur d'enfant.